Hello et bienvenue sur Sauce Digital, le podcast qui part à la rencontre des experts et des expertes du digital, de la Caraïbe and beyond. Moi, c'est Charlotte, aka Nala, et je suis super contente de t'accueillir dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler du nerf de la guerre, la formation. C'est l'un des nombreux points communs des participants de ce podcast. A priori, on s'est tous formés et impossible d'y arriver en marketing digital sans se former. C'est une discipline qui évolue très rapidement et il est absolument nécessaire de se former en continu. Pour en parler, je reçois Mathieu Parti, fondateur du Campus Digital. Si tu me suis sur les réseaux sociaux, tu sais qu'il fait partie des personnes auxquelles j'ai pensé avant même de lancer le podcast. C'est une véritable inspiration et aussi la recommandation de Julien dans l'épisode sur le growth hacking. Growth marketing, pardon. En plus, il a insisté sur la différence entre les deux. Bonjour Mathieu. Quel honneur, merci. Bonjour Charlotte, bonjour à tous. Tu peux te présenter ? Je suis Mathieu, je suis entrepreneur depuis maintenant 10 ans. Je suis père de 2 enfants et je m'éclate. Waouh, quelle introduction. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans la formation ? Un coup de fil. C'est souvent ça, c'est une rencontre. En fait, j'avais déjà passé pas mal de temps dans le marketing. Ouais. Moi, je suis issu de la première, deuxième génération de CM. Ok. Voilà, je travaillais sur en Facebook. agence. Ouais. Ok. Et au final, du coup, j'en étais venu à un point, j'avais mon agence, ça allait, mais en même temps, du coup, je voulais revenir à mes premiers amours parce que je voulais être prof à la base, prof d'anglais. Ok. Et ouais, on est sur la route comme ça, je m'accompagne à côté de moi et on discute et puis je dis, tu sais quoi, je ferais bien de la formation, on est à Montpellier, on a 3 heures de route. Et sur la route, du coup, mon téléphone sonne et on me propose de faire de la formation. Alors, ça peut paraître un peu fou comme histoire, mais c'est comme ça que ça a commencé. Alors, attends, parce que là, je comprends même pas où t'es. À ce moment-là, t'es en France, t'es encore en Guadeloupe, Alors, est-ce qu'on peut lâcher le côté géographique du truc? Parce que sinon, on en a pour... Parce que je fais beaucoup d'allers-retours. Donc, mais entre ces deux territoires, en tout cas. Ouais. Ou t'es un mec voyagé, international. Oh non, ça t'abuse. Mais voilà. J'ai beaucoup voyagé. Alors, pas voyagé. Oui, j'ai beaucoup voyagé, mais... Voilà, j'ai du mal à rester en place et j'ai du mal à rester, à me dire que ouais, je suis lié à un territoire, à un truc. Moi, si demain faut déménager, d'ailleurs, je pense au Bénin fortement. Depuis 2 ans maintenant, ouais, il y a pas de souci, je trouve des solutions et puis on y va. Mais en tout cas, ouais, il y a beaucoup d'aller-retour en tout cas entre l'Hexagone et la Guadeloupe et la Martinique. Ok, donc bientôt le campus digital à Cotonou. Ouais, non, moi je suis chaud, hein. J'ai déjà mon graphiste est là-bas, donc ouais. Ok, ben justement, puisque tu mentionnes ton graphiste, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton équipe et de leur mission au quotidien ? Comment ça fonctionne un centre de formation ? Je pas... La dernière question fait que je vais quand même faire un petit spoiler parce que du coup on n'est pas un centre de formation comme les autres. En tout cas, je pense pas pour avoir évolué. Quand je dis, je me suis lancé en tant que formateur, ça a duré, je crois, 2 ou 3 ans. J'avais envie d'un peu plus et donc du coup voilà, je me suis lancé, mais à ma sauce, tu vois. J'ai lancé un organisme de formation comme j'aurais voulu que ça fonctionne. Ok. Alors, excuse-moi de te couper. C'est quoi la différence entre un organisme de formation et un centre de formation ? C'est la même chose. Okay. Moi aussi, je disais centre de formation pendant très longtemps et en fait, légalement, on est un organisme de formation. D'accord. Mention complète, organisme de formation reconnu par l'État, certifié Calliope, voilà. Ça, c'est le truc, parce que du coup, il faut faire la différence plutôt entre l'accompagnement, le coaching, les ateliers et la formation. Voilà. Okay. Nous, on est reconnu par l'État, on a un process certifié par l'État, on travaille avec la Caisse des dépôts, on travaille avec des trucs pas drôles. La balle perdue pour la Caisse des dépôts. Ils sont pas toujours drôles, mais en fait, ça c'est la partie dure, j'ai envie de dire, mais en même temps, c'est celle que j'aime le plus dans la formation parce que du coup, il y a une vraie réglementation et ton gars est pas trop réglementation. Donc ça me force. Donc vraiment l'aventure pour moi dans la formation, c'est vraiment ça me force à vraiment à travailler mon truc pour rentrer dans les cases, proposer quelque chose d'innovant, arriver à faire un truc qui me ressemble, tout en respectant du coup les demandes du Pôle emploi, les demandes de la Caisse des dépôts, les demandes de l'État, quoi. Okay. Et justement, mon équipe a été composée comme ça. La première personne que j'ai rappelée, je dis rappeler parce que c'est une personne avec laquelle j'avais déjà collaboré. C'est mon ancien associé sur une des premières sociétés que j'ai créées, donc Carter, qui proposait un service de chauffeur privé et de covoiturage en Guadeloupe. Et je l'appelle en disant, écoute Alicia, je me lance sur un truc,
et j'ai besoin de toi. En fait, je pense que c'est toi qui va me permettre de pouvoir arriver au bout du truc. Et au final, c'est ce qui se passe, puisque du coup, elle est la première à nous rejoindre. Elle est encore là aujourd'hui. Ouais. Donc, elle est responsable de la formation et administratif. Ok. Et donc, c'est la première personne qui est arrivée dans l'équipe. Ouais. Et autour de ça, du coup, c'est construit une équipe avec aujourd'hui Tarencia qui arrive en stage chez nous l'année dernière. Alors, même pas chez nous, elle est arrivée sur Black Conveni, donc sur le petit média que j'ai à côté. De temps en temps, dans l'année, on fait des publications sur la culture afro-caribéenne. Ouais. Et en fait, donc, je l'ai pris en stage pendant un mois sur ce petit média. Elle a cartonné, elle a même recruté ses camarades de promo. Bref, un truc de malade qu'on a vécu pendant 2 mois. Ok. Donc voilà, donc ça c'est sur la partie marketing et commercial. Et puis du coup, on a recruté 3 commerciales pour la partie force de vente. Et puis on a 2 stagiaires qui nous ont rejoints. C'est ce que j'aime et j'arrive aujourd'hui à la déléguer. Mais c'est un vrai travail autour ça doit être compliqué. Ouais, clairement. Déléguer quand tu sais faire, c'est le plus compliqué. Mais en vérité, du coup, faut bien recruter, il faut avoir confiance, quoi. Ouais, et je trouve que ça passe aussi par vraiment donner de la documentation à la personne quand elle sera seule face à sa tâche, en fait. Puisque, je trouve qu'il y a vraiment ce côté où tu transmets ta vision. Et c'est ça la partie difficile, c'est que la personne, elle voit les choses comme toi, tu vois. Après, sur les compétences, sur la façon d'y arriver, j'essaye de m'en détacher. Parce que justement, j'ai ma petite méthode et j'en suis très fière. Mais bon, faut aussi laisser la place aux gens de se développer. Et tu vois, je trouve que ça passe par avoir de la documentation à dispo. Et si j'en parle, c'est parce que c'est souvent un sujet qui revient chez mes clients. Et je pense à une notamment qui me parlait de personnel en alternance, tu vois, et qui me disait mais je vais pas lui expliquer comment on fait une ligne éditoriale. Ça, c'est ce qu'elle apprend pendant sa formation. Et je lui ai dit, ouais, mais il faut quand même que tu lui expliques comment on fait une ligne éditoriale chez toi, en fait. Parce que là, on est chez toi et elle sait pas comment ça fonctionne chez toi. Et donc, ouais, ça passe par reprendre les points clés d'une ligne éditoriale. Ça peut paraître un peu scolaire, mais quand elle sera seule dans sa création de contenu et qu'il faudra qu'elle se réfère à ce document, du coup, c'est toi qui l'auras écrit. Donc, ça sera d'autant mieux, tu vois. Ça se rapproche beaucoup de la formation, en vérité. Oh. Parce que du coup, alors là, ce dont tu parles, c'est la création de process. Mais la création de process, ça amène à un fondamental qui est quelle est ma méthode? C'est ça. En fait, quand je prends de l'eau, je prends pas un verre d'eau. On a tous les deux un verre d'eau posé sur la table face l'un à l'autre. Ouais. Si je le prends, je ne le prendrai pas de la même façon que toi. C'est un geste aussi simple que celui-ci. Si j'arrive à construire autour de ça, en fait, de la pédagogie, utiliser les outils pédagogiques pour pouvoir transmettre cette connaissance à une autre personne, elle peut réussir à prendre ce verre d'eau tout comme moi. Je fais référence à des apprenants, par exemple. On a une formation de formateurs au sein du campus digital. On a des personnes qui nous ont déjà passé l'examen sur comment changer une roue, comment changer une couche. Ça nous rappelle, en fait, que la formation, c'est avant tout, en fait, mettre des process pédagogiques autour d'actions qui peuvent être des actions du quotidien. Ok, très clair. Du coup, en revenant sur ton équipe, donc tu as décrit en partie les compétences qui la composent, mais est-ce qu'il y a des expertises que tu as choisi d'externaliser? Et si oui, pourquoi? La compta, bien sûr, bien sûr. Tu y attendais trop pas. Je m'y attendais vraiment pas. La compta, ça a été le premier poste qu'on a... Bon, ça va pas durer, on a créé, externalisé. Mais déjà, vous avez tenté tout seul, moi, je suis admirative. Pourquoi? Tu sais, mais... c'est pas ma première société. Je sais ce que je fais bien, ce que je fais mal. Ouais. Donc, forcément, la compta, ça a été la première chose que j'ai externalisée. Alors, bien sûr, je rassure, il y a rien en cours, tout va bien. Sur les sociétés d'avant. Mais moi, je sais que l'administratif, c'est pas mon truc. Pourquoi je vais aller me mettre dedans? Et en plus, sincèrement, malgré le fait d'avoir externalisé la compta, par exemple, qui peut être un gros poste en début, en phase de lancement, dans la formation, il y a quand même un volet administratif assez lourd. Et donc, du coup, vaut mieux se concentrer sur les choses qui vont te permettre de pouvoir vraiment te lancer, de pouvoir générer ton chiffre d'affaires, avoir tes premiers clients, plutôt que des choses que tu vas mal faire. Au contraire, moi, mon comptable, c'est mon formateur. Je lui pose des questions toute la journée, je le harcèle, de façon à comprendre, en fait, pourquoi du comment. Je trouve ça intéressant que tu aies parlé aussi des formalités qui pèsent sur la création d'une société. Puisque moi, je suis pas à l'aise de dire que j'ai eu plein de sociétés avant, parce que j'ai eu plein d'entreprises de une personne. Donc, c'était des entreprises où il y avait que moi. C'était des entreprises quand même. Ouais, mais je pense qu'au début, moi, je me suis fait avoir par la vague de 2017 en mode, ils ont digitalisé le statut auto-entrepreneur, venez, il y a pas de frais. Et j'étais là, ok, trop bien, tu vois. Et donc, franchement, c'est une aventure dans laquelle je me suis lancée en me disant, je fais de la compta vite fait dans mon cursus, ça va le faire.
toute façon, il y a que moi. Voilà. J'ai regardé quand même, parce que, bon, je suis un petit peu aventureuse, mais pas trop. Donc, j'ai regardé les seuils, à partir de combien de chiffre d'affaires c'était un problème. Je me suis dit, j'y vais, tu vois. Et en fait, là, pour, du coup, ma société, je me suis directement adressée à, du coup, des professionnels de la création d'entreprise qui m'ont accompagnée dans la rédaction des statuts, dans la déclaration, dans tout. Et je me suis rendu compte à quel point c'était une charge mentale, en fait. Et il y a vraiment un côté, autant déléguer ce que tu maîtrises pas. Mais même ça, on a tout délégué. C'est même la création de l'organisme de formation a été déléguée à un cabinet. Parce que du coup, on a un associé aujourd'hui qui a été qui a impulsé aussi cette création. Et en fait, ça a été clair pour nous en fait qu'on n'allait pas s'embêter à faire des choses qu'on ne maîtrise pas. Et effectivement, donc la création de société, la création de l'organisme de formation, les formalités ont été déléguées, puis la compta. Ok. Ça marche, tu prêches une convaincue. Alors, je reprends du coup, par rapport à la formation, comment tu t'es formé aux compétences nécessaires pour créer un organisme de formation? Sur le tas. Ouais, écoute, l'expérience, ouais, clairement. De toute façon, aujourd'hui, pour créer un organisme de formation, on a des formations qui existent désormais, mais qui n'existaient pas avant. Donc, elles existent depuis la nouvelle réforme, donc depuis le début, même pas le début. Au cours de l'année 2022, on a eu une formation qui est arrivée, création d'organisme de formation. D'ailleurs, on l'a aujourd'hui au campus digital, dans laquelle j'ai mis, comme à chaque fois, tout ce que j'aurais voulu savoir en amont avant de créer un organisme de formation. Voilà, c'est comme ça qu'on crée souvent les formations. Je travaille avec Caroline Khalil, qui fait de la création d'organismes, qui fait de la création de sociétés. Okay. Et pareil, sur notre produit Déclic, du coup, on s'est posé la question, avant de se lancer, qu'est-ce qu'on aurait voulu savoir, qu'est-ce qu'on aurait voulu avoir? Et c'est comme ça, en fait, qu'on crée une formation qui pratique. Et c'est ce qui est caractéristique du campus digital. C'est que la formation théorique qui dure des plombs, mais tu en ressors avec des polycopiés ou je sais pas quoi. C'est pas des polycopiés, t'abuses, on n'est pas en 2009. T'es dans l'excès. Je t'inviterai à visiter certains organismes de formation pour comprendre de quoi je parle. Non. Oh waouh, ça attire un Valérie ici. Mais en vrai, non, polycopier, t'as abusé, je trouve. Que ce soit, non, même pas. Regarde-moi, même pas. Que ce soit ici, que ce soit ailleurs, on a des organismes de formation qui le font. Mais comme on a des agences marketing qui font comme si on était en 2009 aussi. Hein. Donc, si. Si. Ok, là je fais une tête de mème pour ceux qui nous... Ouais, clairement, ouais. qui nous écoutent et qui ne nous voient pas. On a trop tendance à penser que parce qu'on est dans l'innovation, parce qu'on est dans l'excellence en permanence, regarde ce que tu fais. En fait, il y a des personnes qui n'y penseraient même pas. Donc, il y a des personnes qui ne proposent pas la qualité du contenu que tu proposes. Donc, et ça, c'est pareil dans tous les domaines. Arrêtons de se dire que parce que on fait, tout le monde fait aussi bien. En fait, en vérité, faut se féliciter d'aller de l'avant. Et encourager, bien sûr, les autres à le faire. Ouais, et d'être régulier. Parce que je me rends compte que c'est vraiment... En tout cas, si je fais une autocritique de mes expériences passées, ce qui a vraiment changé avec ce que je suis en train de faire maintenant, c'est la régularité. C'est créer un rythme qui me permet d'être régulière et de tenir la distance. D'être moins dans la performance. Si je peux répondre, moi, de mon côté, c'est arrêter de courir derrière toutes les idées qui passent dans ma tête, tu vois, ça, c'est... C'est compliqué, mais il y a Notion. Et d'ailleurs, à propos de Notion, quel est ton top 5 des meilleurs outils digitaux du quotidien? Ah là, cette question, c'est tellement un truc, parce que du coup, j'ai identifié marketeur, mais j'en utilise tellement pas, je suis tellement anti-outil. Arrête. Elle me regarde mal, là, je vous jure, écoutez-moi bien, elle me regarde mal. Je suis vraiment anti-outil, moi, genre, faut savoir que je vis à distance, donc du coup, je vis à Toulon, dans le sud de la France. Mon équipe est en Guadeloupe, en grande partie, en Guadeloupe et en Martinique, mais maintenant même en Guyane. Là, je parle de l'équipe interne au campus. Et les formateurs, du coup, il y en a partout, il y a de la Wi-Fi. En gros, c'est ça. Et donc, du coup, on travaille énormément à distance. Mon outil préféré, c'est WhatsApp, ok? Et juge-moi autant que tu veux. Vrai entier, ok. Non, je rigole. Mais même pas. T'envoies combien? T'envoies des audios? T'envoies des podcasts à ton équipe? Mais bien sûr. Parce qu'on me dit à l'oreillette que... Mais bien sûr, des podcasts, mais bien sûr. Okay. Ça va dépendre. Après, bien sûr, on utilise, donc, pour hiérarchiser tout ça. Donc, du coup, pour organiser la formation, une simple to-do list. Donc, sur l'outil Todoist. Donc, c'est mon deuxième outil que j'utilise le plus. En gros, le process, c'est quoi? Parce que du coup, je l'ai dit, hein, et encore une fois, il faut apprendre à se connaître. Donc, du coup, je vais faire des audios. Parce que du coup, 90%, 100% de mes échanges sont des audios. Voilà. Ils vont valider, on va en discuter. On va valider, on va
du coup, partir sur Todoist pour pouvoir, du coup, faire une feuille de route pour chacun. Ok. Est-ce que tu penses que c'est important, cette étape, entre guillemets, informelle, où tu passes par WhatsApp pour présenter le besoin avant de passer sur ton outil de gestion de tâches? Clairement. Clairement, parce que du coup, l'idée qui va me venir, en fait, elle a été processée. En fait, j'ai tout un mythe autour de l'idée qui fait que quand je vais choisir d'en faire sortir une, il y aura déjà un process de réflexion autour. Ce sera nourri, en fait, du contexte, ce sera nourri des échanges précédents, ce sera nourri de pas mal de choses. Et donc, du coup, je préfère d'abord sortir l'idée et avoir un feedback réel, surtout que je demande à mes équipes de me parler sans filtre. On se parle de façon... Elles y arrivent? Bien sûr. Du premier coup? Non. Alors, du premier coup, pas à leur arrivée. Là, par exemple, j'ai rencontré une personne avec qui je travaille maintenant depuis 3 mois, puisque je rencontre une bonne partie de mon équipe lors de ce voyage. Et en fait, du coup, ça passe par des regards, ça passe par une attitude. Moi, j'ai une stagiaire qui est là depuis 2 mois, elle reste avec nous 6 mois. Voilà, elle sait dire non. Et je pense que je choisis des personnes à fort caractère également. Ouais, donc ça fait même partie de ton processus de recrutement, quoi. Clairement. Et du coup, parce que là, tu as parlé d'un truc intéressant qui est que vous vous êtes enfin rencontrés. Ouais. Est-ce que la rencontre physique est importante pour gérer une équipe sur autant de fuseaux horaires différents Le campus est né comme ça, en fait. Je crée, je crois que quelques mois plus tard, je pars. Le fur et à mesure des recrutements, on est souvent à distance. En fait, c'est même pas l'équipe qui est en remote, c'est moi qui suis en remote permanent, c'est moi qui suis loin de l'équipe. Donc c'est inhérent à la création du campus digital. Donc facile ou pas, je sais pas trop, mais il y a des process. Encore une fois, c'est une question de process. Et comme je l'ai dit, je ne suis pas quelqu'un de process, mais il a fallu j'ai dû m'en imposer de façon à ce que ça puisse fonctionner. Ok. Très clair. Du coup, tu as parlé de WhatsApp, de ton outil de gestion de tâches qui est... Todoist. Alors, l'équipe utilise Notion également. J'aime bien l'équipe, je ne suis pas dessus. Et on a utilisé un moment Discord. Ok, qu'est-ce qui s'est passé avec Discord? Ah non, I can't. Why? What's the problem with Discord? En fait... Les gars, j'ai 37 ans. Alors, j'ai beau être identifié, labellisé. J'ai longtemps été labellisé jeune, mais maintenant qu'il y a des poils blancs, donc du coup, à la barbe. Du coup, ça se calme. Mais en fait, j'ai quand même ça... Et ça fait, encore une fois, c'est une question de se connaître, mais ça fait partie du truc. Moi, les outils marketing, les outils d'échange, moi, j'ai du mal et je préfère le contact physique. Voilà. Tu veux insister encore? Ben, il n'y en aurait pas d'autres. Non, 3 outils, c'est déjà très bien, mais je trouve que c'est très intéressant comme posture en tant que marketeur et en tant que chef d'entreprise ayant, du coup, une équipe à distance. Il y a quelques années, quand TikTok est arrivé, il y a un truc qui s'est passé. Bon nombre des utilisateurs eux-mêmes qui créaient du contenu, ont cessé de créer du contenu, et vu l'impact que ça a eu sur Instagram, c'est pareil. On voit très bien que au niveau de la création de contenu sur Instagram, maintenant, il faut une certaine technique. Et il y a aussi une recherche de l'esthétisme en fait, qui est permanente, notamment sur Instagram, contrairement à TikTok où c'est un peu plus libre. Alors bien sûr, tu vois, sur le côté théorique, il y a maîtrise. Maintenant, demain, est-ce que je vais vendre à un client le fait de lui créer une campagne TikTok? Hell no! Ça sert à rien. Par contre, si aujourd'hui, on me demande de faire mais ça arrive encore aujourd'hui, j'ai quelques petits clients parce que j'aime bien certains projets que j'ai gardés et donc du coup où je gère la partie ads, donc la partie publicitaire Facebook, Instagram, il y a aucun souci, mais c'est quelque chose que je maîtrise à merveille. Je ne fais pas des choses que je ne maîtrise à moitié, voilà. Ok, très clair. Alors, j'en étais où? Oui, donc prochaine question sur le profil de tes clients. Donc là, on va plus parler d'apprenants, j'imagine. Ils sont plutôt en Guadeloupe, sur d'autres îles, en France, à l'étranger? Principalement Guadeloupe, Martinique. Bon, c'est inhérent à tout ce que je fais. J'ai toujours été entre les 2 départements. La formation, ça a commencé par ça également, par des ateliers que j'ai organisés en Guadeloupe et en Martinique. Donc rapidement, j'ai pu installer la marque Campus Digital sur les 2 territoires. Petit à petit, du coup, nos clients, tous les mois, on a des sessions, on fait du distanciel. On fait du distanciel, 100%. Pour l'instant, ça va changer à partir du mois d'avril. Mais on a fait jusqu'à maintenant du B2C, 100% distanciel, cours du soir, 18h, 20h, avec des Guadeloupéens, des Martiniquais, des Guyanais. Ça nous est arrivé d'avoir sur des sessions
locales, donc Antilles, des hexagonaux, des hexagonaux qui n'avaient rien à voir avec les Antilles, mais qui voulaient la faire avec nous, donc du coup qui ont participé à nos formations. Puis aussi également, on a, du coup, au fur et à mesure plutôt, du coup, on a ouvert sur l'hexagone, donc on a des sessions en ce moment depuis 3 mois. Nous avons des sessions également 18h-20h, du coup sur le fuseau horaire Paris. Ok. Est-ce que tu remarques des différences d'engouement pour des sujets en fonction du territoire ou pas du tout? Non, c'est souvent assez global, en vérité. Il y a quand même une formation qui fonctionne bien aux Antilles, qu'on a du mal à installer en hexagone, mais c'est un point de vue marketing, puisqu'on a des concurrents qui l'ont très bien installé, eux, et sur lesquels ça fonctionne très bien. Est-ce que tu penses que c'est parce que sur le territoire antillais, vous étiez les premiers à proposer ce type de formation? Donc vous avez, on était les premiers, rien du tout. Ça existait déjà avant. Après, c'est soit innovation pédagogique chez nous, soit c'est vraiment, du coup, le marketing, ça se ressent, mon expérience se ressent dans notre market. Donc du coup, c'est assez impactant. On a réussi à s'imposer, c'est vrai. Moi, je pense qu'avec mon équipe, c'est vraiment le débat en ce moment de se poser la question pourquoi sur l'hexagone cette formation ne fonctionne pas. Et on remet tout, c'est hyper intéressant. On remet tout en question, notre charte graphique, nos positionnements, nos wordings, absolument tout. Et donc du coup c'est un nouveau challenge pour nous d'aller s'imposer en hexagone. On fait déjà des sessions, mais on veut vraiment s'imposer. D'accord. Ok. Du coup, qu'est-ce qui pour toi fait le succès d'une formation digitale? Comment tu sais si une formation elle a marché ou pas? Au nombre d'apprenants. Oui, mais du coup, c'est quand même assez... qui parle. Ouais, mais c'est quand même, je trouve que c'est quand même assez variable comme chiffre, tu vois. C'est-à-dire que la première année, tu t'attendais à avoir combien d'apprenants sur tes formations, par exemple? Le million, les gars. Mais oui, le million, certes, mais je ne sais pas si je te souhaite d'avoir atteint ce chiffre. Je ne sais pas si ça a été le cas. Non. Mais du coup, donc on peut voir les chiffres. Alors là, calme. Ok, super. Donc, tu as atteint un autre chiffre. Ouais. Pour toi, c'était un succès ou pas? En sachant que l'objectif, c'était le million. Ouais. Pourquoi? Parce que du coup, je savais pas que c'était aussi dur. Ah, ok, voilà. Je savais pas quand tu dis que c'était dur, qu'est-ce qui t'a surpris? Le côté administratif. Alors, je m'y attendais. Mais, mais je suis désolé. Mais vous vous rendez pas compte. Et je dis souvent cette phrase. Du coup, je finis mon storytelling en disant, du coup, j'ai créé mon organisme de formation et ça finit par, et si je savais que c'était aussi dur, je l'aurais peut-être pas fait. Okay. C'est vraiment très dur. Avoir un organisme de formation, c'est coûteux, c'est dur administrativement. Il faut vraiment avoir une équipe. On a été 2. Alicia est partie en congé de maternité. J'étais seule. J'ai été rejoint par une stagiaire que les Guadeloupéens connaissent, Danicia Logis, qui a fait un travail formidable, tout en créant elle-même son entreprise et en présentant une émission sur Guadeloupe la première. Bref, on a tenu le truc après le corps, mais l'administratif est très dur, d'accord? Donc oui, je vais souvent en parler parce que le reste, c'est du fun à côté. La commercialisation c'est très fun chez nous. Maintenant, le côté administratif, c'est ok. Donc, pour celles et ceux qui nous écoutent, il faut savoir que quand on se lance dans ce genre de projet, il faut avoir la compétence administrative de mettre tout ça en place ou le budget de le déléguer à un cabinet dont c'est le métier. Exactement. Mais j'ajoute quand même pour bien préciser, pour bien faire comprendre. Moi, j'ai choisi, en fait, d'utiliser des techniques de marketeur. Donc, ce qu'on peut voir, je vends une formation en ligne. Ce n'est pas ce que je fais, qu'on se comprenne bien. Je vends une formation en ligne et tu peux mettre ta formation en ligne. Il n'y a aucun souci sur ça. Moi, j'ai choisi, en fait, de faire un entre-deux. Utiliser des techniques de marketeur, du fait de mon expérience. Et à côté, du coup, de me positionner comme un organisme de formation reconnu par l'État français et certifié Calliope. C'est long à dire, mais ça a du poids. Très bien. Administratif. Est-ce que tu as d'autres conseils à partager à ceux qui veulent lancer leur formation en ligne? Leur formation en ligne? Go! C'est vraiment, aujourd'hui, moi, je dis que la formation, et c'est pas pour rien. Moi, on a parlé de marketing, on a parlé de formation. Mes parents d'entrepreneuriat, moi, ça fait, je crois, 10 ans que je fais la promotion de l'entrepreneuriat. Mes premiers événements à Paris, c'était il y a 10 ans, le Brain Bar, autour de l'entrepreneuriat. Et en fait, oui, soyons entrepreneurs, mais aujourd'hui, moi je considère, et c'est pas parce qu'encore une fois je suis passé par là, c'est parce que je suis passé par là que ça a été dur et que je vois en fait que au final, la porte dorée de l'entrepreneuriat, c'est la formation. Nous avons tous une expérience, une expertise issue soit de la vie personnelle, soit de notre cursus jusqu'au lycée, parce qu'on peut aussi également, je dis le lycée pour pas commencer à une fourchette, mais on a tous une expertise, on a tous une expérience, et en fait on peut en faire une formation. Ouais. Et on peut la proposer à d'autres personnes qui en auront besoin. Et donc, du coup,
Il s'agit juste d'avoir les bons outils pédagogiques, quoi. C'est ça, en fait. C'est exactement ça. Et une fois que l'on a ça, on peut transmettre. Ok. Puis ça a du sens, en plus, de transmettre. Oui, c'est naturel. Bah oui, oui, c'est naturel. Puis ça nous permet de se sentir encore plus en phase avec notre activité. Des mots très impactants. Je kiffe. Passons à la fameuse question des tarifs. Ouais. J'ai dit, moi je suis OK chiffre. Combien ça coûte de lancer ça? En fait, parce que le truc, c'est que toi, t'as lancé plusieurs formations. Est-ce que t'as commencé par une ou t'as commencé par proposer... Ce qui était une erreur, j'aurais dû commencer par une formation. D'ailleurs, l'année 2022, on n'a fait plus qu'une formation. On en avait 13, j'ai tout arrêté pour en garder plus qu'une. Qu'est-ce qui a motivé ce choix? Du coup, son succès, en fait. C'est là où il y avait de l'attraction, c'est là où le marché nous attendait, donc du coup, on y a été à fond. Tout simplement. Il faut écouter son marché. Encore un petit conseil, mais c'est ça aussi, écouter le marché, ne pas essayer de... On entend souvent, on a entendu ce genre de terme, créer le besoin. En fait, on ne crée pas le besoin, on n'impose rien au marché, c'est le marché qui nous impose tout. Combien ça coûte, c'est ça? Alors, du coup, on a eu plusieurs phases. Du coup, les gros postes de dépenses ont été la création. On tourne aux alentours des je dirais, 6-8 000 euros. Ok. Ouais. Donc ça, c'est vraiment la phase création, entre création d'entreprise, création d'organismes de formation, etc. Un organisme de formation, donc certifié Calliope, on est sur à peu près, sur les certifications, un peu plus de 20 000 euros. Sur l'année. Et puis, du coup, la ressource humaine, forcément. Il faut ajouter à ça la ressource humaine. Si vous ne gérez pas l'administratif, du coup, vous devez gérer, vous gérez une autre partie, le commercial, par exemple. Mais si vous gérez l'administratif, il faut quelqu'un sur le commercial. Ça va être dur de tout faire en même temps, au-delà d'un an. Et surtout avec du succès. D'accord, ça marche, très clair. Du coup, c'est le moment de la story time. Quelle est ta meilleure anecdote ou ta pire expérience avec le campus digital? Le truc le plus... Vas-y, reprends la question. Alors, ta meilleure anecdote ou ta pire expérience, en sachant que... Mais les gens préfèrent la pire. Tu vois, la pire, ça fait rigoler. Moi, je vais sortir la... En fait, on a lancé la formation de formateur au début, d'accord? Donc c'est une de mes meilleures expériences, ok? Donc ça va pas être très drôle, mais moi ça me marque. Ouais. C'est déjà arrivé plusieurs fois et ça arrive encore aujourd'hui, mais c'était la première fois que ça arrivait. On a lancé le campus. Bon, j'ai rien contre l'opportunisme, et donc je dis souvent que je suis opportuniste. Je vois une idée, elle me plaît, j'y vais. Est-ce qu'il y a vraiment une raison, un truc derrière? Il y a un peu de storytelling autour, mais je dois revenir en arrière pour comprendre pourquoi, mais j'y vais. On lance la formation de formateur et je ne sais pas pourquoi. En fait, je ne sais même pas pourquoi cette formation est dans notre catalogue. Et c'est la formation dont je parlais qui a eu le plus de succès au campus digital. Donc du coup, je lance cette formation sans savoir vraiment pourquoi à l'époque. On la lance et tu sais, il y a ce truc de syndrome de l'imposteur. Tu lances ta formation, mais au final, ou tu lances ton produit, mais tu sais pas quel sera l'impact réel. Et en fait, donc on a eu donc une personne lors de la première session. Donc on l'a faite cette session avec les moyens, rien à voir avec les moyens d'aujourd'hui. On fait cette session et en fait du coup elle réussit, elle a sa certification, tout est ok. Ouais. Quelques mois plus tard, je crois facilement 6 mois plus tard, je décide de recontacter donc les personnes que l'on a formées dans les 6 derniers mois. Et donc je prends mon truc et c'est la première personne qui apparaît et je l'appelle pour lui demander du coup 6 mois plus tard, qu'est-ce qui se passe? Et franchement, moi je m'attendais à ta formation, c'est de la M, rends-moi mon argent, il se passe rien. Et au final, c'est un syndrome de l'imposteur. Tu fais des trucs, tu donnes ton meilleur pour pouvoir du coup insuffler le maximum de valeur dedans, mais tu sais jamais comment ce sera reçu. Et tu sais, notre cerveau, c'est beaucoup plus facile pour lui d'inventer du négatif que du positif. Et même une personne optimiste comme moi te le dira. Et donc du coup, je me retrouve face à cette personne au téléphone et elle me dit en fait, Mathieu, écoute, c'est très simple. Du coup, 2 mois plus tard, j'avais mes premiers contrats. 4 mois plus tard, je vivais pleinement de la formation. Je gagne mieux ma vie qu'avant. Elle était commerciale dans le tourisme. Ouais. Et en fait, je me dis, c'est pas des bullshit, en fait. En fait, ça marche vraiment. Et du coup, si vous voyez quelque chose du campus digital, vous verrez souvent sa tête parce que du coup, je l'avais en avant partout. Parce que c'était la première personne qui m'a conforté dans mon
dans ma position de directeur d'organisme de formation, nous, on s'engage dans la réussite de nos apprenants, réussite sur tous les points, et on les lâche pas pendant 1 an. Les formations durent entre 1 semaine et 1 mois, et pendant 12 mois, on est ensemble, en gros. Ok, ça marche. Une question que je voulais te poser par rapport à ce que tu as dit. Enfin, j'ai sorti un épisode sur la relation client. Et du coup, je salue particulièrement le fait que tu aies pris le temps d'appeler tes clients. Je trouve ça très bien de l'avoir fait au téléphone. Et du coup, j'aimerais te poser une question un petit peu plus marketing pour ceux qui nous écoutent et qui sont un peu à la recherche de conseils un petit peu concrets. Pourquoi le téléphone et comment est-ce que derrière tu as réussi à transformer ces feedbacks en preuve sociale? Parce que je suis sûre que tu l'as fait. Bien sûr. Mais le testimonial, c'est la base, en fait. C'est, ouais. Alors déjà, un testimonial, pour ceux qui connaissent pas, c'est les témoignages. Oui, c'est ça. Ouais. Témoignages qui peuvent être... Souvent, on me dit, oui, mais je peux pas faire de vidéo. Fais de l'écrit, tu peux pas faire de l'écrit, tu fais de la vidéo, tu fais du podcast, je m'en fous. Mais en fait, il faut absolument qu'on puisse voir, du coup, l'impact que tu as réellement eu. Éviter d'inventer des trucs, surtout. Du coup, pourquoi le téléphone? Parce que tu fais de la distance. Parce que du coup, souvent, je suis à distance. Et nous, on utilise beaucoup le téléphone. On est très classique. Hein. On veut connaître par cœur ton projet de formation. Et ça nous arrive également de dire à certaines personnes, non, ça cadre pas, mais par contre, tel concurrent, il fait ça, va voir, et voilà, quoi. Nous, on veut vraiment que quand tu t'engages dans le process, qu'on ait une relation forte. Je trouve que c'est un peu ton côté marketing old school. Mais, enfin, no offense. mais en même temps, ça, ouais, mais je pense que c'est vraiment quelque chose de fort aussi, pour le campus digital, tu vois, c'est ce côté en mode personnalisation. Et c'est pour ça que je t'ai posé la question sur le téléphone, parce que je trouve que c'est une méthode de communication qui, en général, permet de se sentir peut-être un petit peu plus libre. Le fait que tu ne vois pas la personne, et donc, dans le cadre de la collecte de feedback, je trouve ça très intéressant. Parce que du coup, je pense que ce que j'aurais fait, c'est envoyer un questionnaire avec 0 réponse libre, que des QCM, tu vois, en mode je veux savoir précisément ce que tu veux, comme ça je traite la donnée rapidement après, et voilà, ça manque un petit peu de personnalisation, on va dire. Non, ça a aussi son avantage, c'est de la data tu la traites plus facilement. Moi, j'ai choisi de, entre guillemets, perdre du temps. On passe beaucoup de temps au téléphone. Moi, j'étais commercial à France Antilles, tu vois, j'ai des expériences très old school, tu vois. Ouais, et apparemment, t'étais dans la musique et tout, parce que donc ça, on m'a parlé, du fait que t'étais déjà venu au studio et que tu connais bien les lieux. En vérité, je suis venu au studio, je devais avoir 15 ans, mais je pense que personne ne s'en souvient. Je suis venu au studio et la première fois, j'avais 15 ans. J'ai une histoire avec ces studios. Parce que du coup, je voulais être rappeur, t'as vu? J'étais dans un crew et tout. Ça a duré 1 semaine. Il y a des preuves ou pas? Même pas, tu sais. J'ai documenté ma life. C'est trop drôle. Mais bon, bref. Donc, il y a eu cette expérience-là. Et puis, c'est vrai qu'il y a quelques années, j'étais contacté par Dacha, donc l'artiste. Que j'ai croisé récemment au Studio Devs. Ok. Ouais. Je vais rien dire. Donc, ça a duré combien d'heures? C'est devenu un ami aujourd'hui. On avait un projet ensemble et c'était hyper intéressant, hyper vivifiant. J'aime beaucoup le côté artistique. Beaucoup de mes amis sont artistes. Et ils travaillent sur un projet artistique qui mêlait à la fois le côté artistique et marketing, parce que c'était hyper sain. Je navigue beaucoup avec autour du monde artistique. Le projet Campus Digital tel qu'il est aujourd'hui, il a été aussi beaucoup impacté par les échanges avec Balou, le podcasteur, youtubeur, interviewé par Guéric de Tu fais quoi? Exactement, voilà, yes. que j'ai eu la chance de compter dans mon réseau. Et voilà, donc il y a une relation forte entre moi et le côté artistique. Je dis pas mon côté artistique, mais le côté artistique. Et ouais, c'était vraiment une belle expérience de travailler avec des artistes comme Warped et autres. Ouais, attends, t'as pas raconté là. T'as juste dit que t'étais là quand t'avais 15 ans. Alors, non, ça c'est... Alors, 15 ans, c'était la première fois que je venais au studio. Ouais. Et il y a, je pense, 6 ans, j'ai aucune mémoire. Il y a genre 6 ans, ou 5 ans. Juste avant le campus. Ouais. Juste avant le campus. On était sur de la communication d'influence. En fait, l'idée, c'était en fait de permettre aux artistes de pouvoir compléter leurs revenus avec en fait du placement de produits, j'ai dit ça comme ça, avec une action de communication d'influence. Voilà. D'accord, donc tu as rassemblé 2 intérêts, le marketing et le côté artistique. Alors, c'était vraiment l'idée de Dacha.
je n'étais là que pour le côté marketing. C'est son idée. C'est pour ça qu'il m'a fait hésiter avant d'en parler. Mais bon, ça fait un petit moment quand même. Il y a prescription. Oui, il y a prescription, je pense. Donc voilà, c'est vraiment son idée et j'étais un peu la caution marketing du truc. Ouais, en mode, je suis un professionnel. C'est ça, exactement. Exactement. Mais humainement, c'était une super aventure. Après, j'ai fondé l'agence et maintenant le campus. Ok. Dernière question. Comment les compétences du digital, et donc ce sur quoi tu interviens, donc le marketing, l'information, etc., vont évoluer dans la Caraïbe selon toi? Qu'est-ce qui se passe? En fait, mais... Tu vas répondre à ma question par une question. Ouais, c'est fortement possible. C'est fortement possible. Tout ce que j'aurais dit, écoutez les podcasts précédents, lisez les articles précédents, plein de choses qui ont été dites. Mais on veut savoir ce que toi, tu penses. Mais j'en pense rien, les gars. En fait, c'est pas tant que j'en pense rien, c'est que j'ai pas envie d'entrer dans un truc genre, moi, je pense que, et en fait... Mais ça n'engage que toi. C'est toi qui penses que. C'est pas grave, hein. Si ça se produit pas, si ça arrive... ce sera... Le fondement est le même. Si ça arrive, tout le monde va te saucer. Mais si ça arrive pas, tu vois, c'est pas grave. Le fondement va être le même. C'est-à-dire que là, on est face à une nouvelle génération qui a pris... Alors, je vais parler des réseaux sociaux, comme ça, je vais être bien sur mon... bien niche. Voilà, bien niche. Et bien sur mon pôle de compétences, ne pas parler du digital dans son ensemble. Ouais, c'est très dans la veine de ce que tu disais avant, où tu ne te lances pas dans des choses que tu ne maîtrises pas. Jamais. Donc, j'aime bien. Ouais. En fait, au contact des... parce que je fais beaucoup d'interventions en lycée et collège. Du coup, au contact d'eux, du coup, je perçois un peu la façon dont ils conçoivent un peu l'utilisation des réseaux sociaux. Oui. Il y a vraiment ce côté utilisation ultra privée qu'on avait peu, j'ai l'impression, il y a quelques années. On était en pleine découverte. Ouais, en pleine découverte, tout le monde veut... Alors, il y a deux opposés. Il y a vraiment on a souvent l'impression que c'est une majorité, mais c'est une minorité de personnes qui veulent vraiment entrer dans ce truc de communication d'influence, qui admirent le côté un peu people des réseaux sociaux. Et en fait, la grande majorité sont en fait dans, au contraire, une préservation en fait de leur vie privée. Et donc, du coup, je pense que aujourd'hui, et je vais parler du côté marque, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est vraiment la direction à prendre. Aujourd'hui, hier soir, je faisais un post sur LinkedIn, on se fait harceler avec des demandes de mise en relation suivie de mails commerciaux. En fait, ça ne peut plus exister. Aujourd'hui, une marque doit être l'ami, doit être le confident. Je dis des mots forts quand même, hein. Mais l'idée, c'est vraiment d'être dans cette démarche et de vraiment créer une relation d'authenticité, de créer une relation forte. Mais quand je dis forte, vous savez comment je dis forte? Forte. Ok, j'insiste dessus. Parce que souvent, quand on dit ça, on a l'impression que c'est un peu du bullshit. Genre, faut mettre des emojis ou je sais pas quoi. Non, il faut vraiment partir du process de création de son produit, comprendre son marché, comprendre le besoin, choisir ses wordings, prendre le temps de comprendre, prendre le temps de verbaliser. Quand je dis verbaliser, j'entends même du rédactionnel ou du graphisme, mais vraiment créer quelque chose, une expérience unique qui va permettre en fait à notre cible, ça peut être 10 personnes, ça peut être 1 million de personnes, mais vraiment d'accrocher avec notre marque. Et c'est comme ça qu'on va réussir à perdurer. Je suis d'accord avec toi, et par rapport à ce que tu disais sur la nouvelle génération, ça me fait penser à une discussion que j'ai eue avec ma petite sœur Léa, qui a 19 ans, et qui me disait que, par rapport au fait, tu vois, dans la fratrie d'être plus jeune, c'est la 3e du coup, il y a un côté où elle a appris de nos erreurs, y compris sur le fait de passer du temps sur les réseaux sociaux, et du coup, en parallèle avec moi qui était complètement en découverte sur Facebook, en mode c'est quoi ce truc, je faisais tous les jeux, je donnais mon adresse à tout le monde, vente de données, pardon, quoi, j'ai 15 ans, ok. Tu vois, donc c'était... Et je pense qu'il y a des... Ouais, il y a peut-être certaines publications que j'ai été amenée à regretter, où je me suis dit, j'ai eu de la chance de pas tomber dans certaines choses, parce que c'était pas du tout safe, et où, forcément, moi, pendant que je vivais tout ça, elle me regardait. Et donc, du coup, tu vois, par extension, il y a certaines choses qui, par défaut, qu'elle ne fera jamais. Mais clairement, les générations à venir ne feront pas les mêmes erreurs que nous, c'est sûr. Et heureusement d'ailleurs. Oui. Bon, du coup, cet épisode touche à sa fin. Déjà ? Oui. Merci Mathieu, c'était vraiment top. Donc, je vais faire le petit récap avant de se quitter et je te poserai les 2 dernières questions. Donc, ce que je retiens de notre échange, c'est que la formation, c'est avant tout mettre en application des outils pédagogiques. Hein. J'ai l'impression que c'est une
définition avec laquelle on est plutôt tous d'accord. Pour fédérer une équipe à distance, le plus important est de mettre en place des process, voire de les imposer. C'est vraiment la feuille de route qui permettra ensuite que la communication soit fluide et que tout se passe en bonne intelligence. Pour se lancer dans la formation en ligne, attention à l'administratif, c'est une partie très importante pour bien démarrer ton projet. Faudra soit posséder les compétences administratives ou prévoir un budget de démarrage. Aussi, il vaut mieux commencer par une formation plutôt que d'en lancer 13 000 en même temps. Une fois que tu auras lancé la première, ça sera beaucoup plus facile de vendre les autres après. Le syndrome de l'imposteur est ton pire ennemi. Si tu marches avec lui, il va t'emmener dans un trou où tu te sentiras illégitime et c'est un trou vraiment noir. Franchement, je suis déjà tombée dans le trou, c'est pas drôle. Et je tiens aussi à dire qu'il faut prendre le temps de collecter les feedbacks de ses clients et que le téléphone est particulièrement efficace. Mathieu, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, c'était parfait. Super. Qui est-ce que tu aimerais voir passer dans ce podcast? Alors, du coup, qui je voudrais voir? Je vais jouer à la maison, à domicile, Alexis Onestas. Ok. Dont on n'a pas parlé, parce que du coup, un peu homme de l'ombre, mais le campus digital a été créé par 2 personnes. Mathieu Parti et Alexis Onestas, donc directeur de Domax Capital. Voilà. Et, ça marche. Voilà. Et j'ai une pensée également pour Wendy Zaibo qui ferait, je sais pas si tu l'as déjà eu. Non, pas encore. Merci. Du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, du coup, on peut me retrouver sous le campus digital, donc sur Facebook, sur Instagram principalement. Adresse mail bonjour@campusdigital.fr. Très clair. Merci encore d'être venu. Toi qui nous écoutes, si à la suite de cet épisode, tu veux poser des questions ou il y a quelque chose que tu n'as pas compris, n'hésite pas à m'envoyer un DM sur Insta, @sauce-digital au pluriel. Et toutes les infos de contact, les personnes et outils évoqués dans cet épisode seront dans la description. Et n'oublie pas, si tu as aimé, de nous laisser 5 étoiles, c'est gratuit et ça aide vraiment au référencement du podcast. À bientôt. Bye.